November, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. All right. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Du Crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui en compagnie d'un nouveau visage. Kat. Comment ça va, Kat? Ça va bien, toi? Ça va bien. Kat, ta première expérience de podcast avec nous autres. T'avais rien à faire à soir. J'ai dit, viens donc changer d'idée. Yes, sir. Et voilà. Et on a le charismatique monsieur Papy Joe. Salut, Papy. Comment ça va? Ouais, c'est un peu triste, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'allais me faire tatouer le dos, fait que là, ma tatoueuse, elle m'a dit que pour les 2 prochaines semaines, j'ai pas le droit de rien faire comme activité physique intense pour pas, genre, que ça guérisse bien. Oh. Fait que je suis triste. Quel genre d'activité intense que ça t'empêche de faire que tu ferais de ton quotidien? Ben, je monterais dans le ring puis je mangerais 2-3 claques à la gueule, mais ça a l'air que ça fait bouger le dos. J'ai pas le droit. Bon, content d'avoir un nouveau visage en studio, Papy Joe? Correct. Ben, tu sais, j'aime bien la moustache de Max, là, mais ça passe. Ben, au pire, je peux m'en dessiner une, là, si tu veux. Là. Pas game. Et là, donne-moi un Sharpie, donne-moi quelque chose. Surtout un Sharpie, c'est le best. Le lendemain matin, expliquer ça, ouais, j'ai ça, je sais pas pourquoi. Regardez-moi pas comme ça, c'est ma base, Yes, Papy Joe. 49e podcast du Brin mes oreilles. Ouais, parce que... Shout-out à Geneviève Gagnon qui avait fait la demande v'là un an. Merci Geneviève. J'espère que tu nous écoutes toujours après un an, même si t'as attendu un peu trop longtemps. Papy Joe avait trop de concepts d'épisodes. Ouais, c'est sûrement ça. Hey, Snipeflex. Merci Snipeflex. Ils viennent de se réabonner sur Twitch. Merci Snipeflex. Shout-out à toi aussi. Je t'aime fort. All right, Papy Joe, vas-y. De quoi tu nous parles? Bonsoir, mes cocos! En ce jour glorieux de Dieu, nous allons parler d'un groupe qui a révolutionné la scène punk britannique avec seulement un album studio à leur actif. Yeah! 1977, Nevermind the Bullock, Here the Sex Pistols, vente totale à ce jour. Là, j'ai checké, il y avait différentes affaires bizarres, là, mais c'était 1 747 130 albums. Fait que quand même, juste pour un seul album, je pense que c'est correct. Je pense que ça a de l'allure. Là, Correct. Ouais, mais, tu sais, aujourd'hui, je pense que je le répète souvent, aujourd'hui, je pense que ça serait plus possible de faire ça. Pour la scénique raison que je pense qu'il y a plus grand monde qui achète des albums physiques, excepté les vieux comme moi. Alors, ça va être... Des moins vieux comme moi. Ouais, c'est vrai, tu t'achètes des vinyles. Mm-hmm. Hey, je n'ai acheté un parlant de vinyle. Ouh! Je n'ai acheté un en fin de semaine. Hey, faut que je te coupe dans ton histoire. Il m'est arrivé de quoi vendredi? Ça a été bien parti pour ça. Il m'est arrivé de quoi vendredi, justement, en parlant de mon vinyle. Je me suis acheté le vinyle de Capable. Puis merci à la gang de Capable. Ils nous ont fait un petit shout-out dans les remerciements. Oh! De leur vinyle. T'as à boire. Fait que on est immortalisé dans un album, Papy Joe. Puis je sais pas quoi dire. je sais pas quoi dire. Puis c'est ça, en revenant du lancement vendredi soir, j'arrive ici pas loin de chez nous, puis je tourne sur la rue, puis il y a comme quelque chose en plein milieu de la rue. Pas un nain. non, comme écrasé en plein milieu de la rue. Un nain? Non. Je veux un nain! Non, il n'y a pas de nain dans mon histoire. Ce qui est plat. Puis là, j'étais avec Kevin, puis je demande c'est quoi ça, tu penses? Il dit, je pense que c'est un chien ici, un chien mort. Il dit, Chris, c'est une fille. On arrête. Puis là, il débarque, il est comme 1h du matin. On débarque du char. C'était une vieille madame de genre 75 ans, fucking saoule, qui revenait du bar, qui a faceplant en plein milieu de la rue, mon gars. Living her best life. Honnêtement, j'étais un peu jalouse d'elle.
Fait que là, on l'a aidé à se relever, je l'ai assis dans le char, puis je l'ai reconduit chez eux. Ah, nice. Tu l'as-tu revu? Non, je l'ai pas revu depuis. Là. OK. Ben, j'espère qu'elle va bien, la vieille madame. J'espère aussi. Moi, j'aime ça, les vieilles madames. Mais une chance qu'on l'a vu, parce qu'elle aurait pu se faire... crasser raide, là. Ou mort gelé, là. Il faisait frais vendredi soir. Si. C'est dégueulasse. Quelle J'ai ville de débauché. j'ai fait ma BA pour le mois, je pense. T'es-tu allé stabber un clochard? Non, pas encore. Faut que tu atteignes la neutralité. Là. Une bonne action demande un clochard d'être poignardé. Oui, c'est sûr, Papy Joe. All right, vas-y, là, conte-nous ça. Là. Simple comme ça, la vie. À la formation, le quatuor se compose de Johnny Rotten, Lidon de son vrai nom, au chant Johnny Rotten au chant, Steve John à la guitare, Paul Cook à la batterie et Glenn Matlock à la basse. Ce dernier est remplacé par Sid Vicious. Nous y reviendrons, évidemment. C'est parce qu'il n'est pas arrivé tout de suite, fait qu'on va y arriver un peu plus tard. Malgré une courte carrière de 3 ans, un seul album studio enregistré et 4 singles, Sex Pistols est décrit par la BBC comme le groupe de punk rock anglais ultime. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. J'ai pas de commentaires. T'es supposé d'avoir des commentaires, jeune mais fille. je sais pas. Attends, je me réchauffe. Tu connais-tu les Sex Pistols un peu ou c'est pas ta braquette ben? Ouais, c'est Non, pas ma braquette. Je suis tellement désolée. Tu dois Mais tellement non, trouver qu'il n'a pas choisi c'est un bon correct. choix d'invité. Honnêtement, je dirais jamais ça. OK. Tantôt, je vais le dire. Ah, shit, c'est ça quand les caméras vont être fermées. C'est ça. Check-moi bien, t'envoyer chier. Ah, OK, je me prépare. Début d'un groupe chaotique, dans les années 70, le rock progressif domine en Angleterre et surtout à Londres. Première controverse, honnêtement, c'est la pire controverse du groupe. C'est Johnny Rotten qui avait un T-shirt marqué « Je déteste Pink Floyd ». Moi, à partir de Ça, c'est une controverse. Pour moi, oui. Je ne comprends pas les gens qui acceptent ça. Je t'aurais gonné ça sur la place publique, là. Ça n'aurait jamais été acceptable. Voyons, Papy Joe. Tu peux pas détester Pink Floyd. Comment t'as aimé The Wall, le film? Il était excellent. C'est excellent. J'ai le VHS. Mais non, je me suis débarrassé du VHS, mais je l'ai pas jeté aux poubelles, là. Je l'ai donné à quelqu'un qui a une collection de VHS, puis je me suis dit, entre ses mains, il va survivre plus longtemps. Oh. Oh, t'as fait un leg. Ouais. C'est Papa David qui l'a d'ailleurs. Ah, Papa David. Oui. Oh! Comment est-ce qu'il va? Ah, il va très bien, Papa David. Ouais, parfait. Je rentrerai pas dans les détails de Papa David, mais c'est un ami commun. Après leur premier festival punk, les Sex Pistols signent un contrat avec le label EMI. Le premier single du groupe, Anarchy in the UK, est enregistré au cours du mois d'octobre et sort le 26 novembre 1976. Il est produit par Chris Thomas, qui a également produit Roxy Music et mixé Pink Floyd sur leur album Dark Side of the Moon. Je sais pas, j'aime ça revenir là-dessus. C'est venu te chercher tout par Oui. dedans. Là. Oh, on déteste Pink Floyd, mais gars, on va prendre le gars qui refait les affaires de Pink Floyd. Contredisant les rumeurs voulant que les groupes punk rock ne savent pas jouer de leur instrument sur scène, la presse musicale révèle que les Sex Pistols sont un groupe capable, tendu et sauvage en concert. Oh. Ils étaient jeunes, pleins d'énergie, Mhm. d'alcool et de drogue. Juste ça à faire. Fait que... Exactement, c'est rien d'autre à faire les années 70. J'essaie de trouver de quoi de vulgaire à dire ces années 70, puis honnêtement, j'ai pas grand-chose. C'est pas la normalité. Ouais, c'est ça. L'attitude et le comportement des Sex Pistols attirent davantage l'attention que leur musique. Le 1er décembre 1976, invité en remplacement de Queen, c'était Sex Pistols Queen, c'est le même combat. Les membres de l'entourage ainsi que la formation elle-même déclenchent un scandale lors d'une émission de début de soirée qui se nommait Today. En direct sur la chaîne Tame Television, les musiciens qui ont patienté dans un salon avec frigo plein d'alcool sont un peu cocktail, tout comme le présentateur qui a la réputation d'aimer le whisky. Rendu dans les dernières minutes de l'émission, l'interview entre l'animateur et les membres du groupe, accompagnés de leur ami, se passe mal. Provoqué par l'animateur qui lui demande de prononcer à voix haute un gros mot, Johnny Rotten emploie le mot « merde » ou, j'essaie de sortir mon accent britannique, « shit ».
C'est l'accent britannique le plus keb que j'ai entendu de ma vie. moi. C'est parfait, man. 10 out of 10. C'était parfait, là. C'était... Le présentateur s'en moque ouvertement avant de s'adresser ensuite à une demoiselle présente à leur côté. Après que celle-ci lui ait dit sur un ton charmeur « J'ai toujours voulu vous rencontrer », l'animateur se met à flirter délibérément avec elle. Son comportement exaspère alors Steve John, qui l'insulte copieusement avec des mots jusque-là jamais prononcés à la télévision britannique, à une heure de grande écoute. « Toi, le sale bâtard, you dirty bastard !» Malgré cela, l'animateur en demande. Quel garçon intelligent! Ali, mon ami, vous avez encore quelques minutes, dites quelque chose d'outrageant. Et Steve John réplique avec d'autres insultes. Je pense que Philippe va pouvoir arrêter d'être gêné de chanter. Pourquoi Philippe serait gêné? Ah, il veut pas chanter, il dit qu'il chante comme un pied, mais après qu'il t'ait entendu essayer de parler british. Là. Ça va être parfait. You dirty bloody sucking hell. C'est parfait. Mais moi, qu'est-ce qui me fait rire, c'est que cette émission-là, les gens sont restés sur le shit, le bastard, le old fucker. C'est ça qui a choqué. Fait que moi, dans ma curiosité, je suis allé voir l'entrevue parce qu'elle se trouve facilement sur YouTube. Et c'est plus le brassard d'un des membres du groupe. Qui est choquant. Il y a un petit brassard avec une petite croix d'un petit monsieur fâché. C'est une petite croix gammée comme ça, pareil. subtile à la télévision générale. Évidemment, on me dira autre temps, autre mœurs. Mais disons, je m'en voudrais un peu plus de faire comme... Il me semble que c'est douteux à voir ça. Mais shit, c'était pire. Bien que l'émission ait été diffusée dans la région londonienne seulement, cet événement a provoqué un tollé dans la presse populaire dans les jours suivants. Ainsi, The Daily Mirror a écrit un célèbre titre The Filth and the Fury, la répugnance et la fureur. Time Television suspend alors provisoirement l'animateur, mais cet incident mit finalement un terme à sa carrière. Parce que, tu sais, je veux dire, être sous à la TV, c'est jamais bonne chose. Quoique, on a vu dernièrement une carrière se terminer pour un peu moins pire. Ou non, aussi pire. Un peu moins pire. Non, c'est pas un peu moins pire, c'est aussi pire en fin de compte. C'est pire. Si je repense à ma croix gammée, c'est aussi pire. Il est intéressant de constater que le 6 décembre, à Leeds, avant de se produire sur scène, le groupe doit participer à une interview pour la télévision nationale. Au lieu de cela, les 4 musiciens sont sagement assis derrière leur manager qui prend la parole durant toute l'interview, sans faire de vagues, sans doute pour éviter un nouveau scandale et de nouveaux problèmes avec la presse, les organisateurs de concerts et de la maison de disques EMI. Ils ont au moins appris de leur leçon. Ou ils se sont juste tout à fait dire « Hey les jeunes, fermez vos gueules, je vais m'en occuper. » Un des deux. Laissez-moi gérer. Laissez-moi gérer. Ma job, c'est être gérant. Vos gueules, je vous gère. Cet épisode offre toutefois une fenêtre médiatique importante pour les Sex Pistols qui n'étaient jusque-là que confinés à quelques articles dans la presse musicale. Du jour au lendemain, ils deviennent un nom connu dans tout le pays. Fort de cette publicité, le groupe entame une nouvelle tournée, Anarchy Tour for the UK. La tournée est un fiasco. Il n'y a pas de quoi qui tourne alentour d'anarchie. Hein? Ils mettent Non, pas ça de l'avant. Hein? Mais Tout. dans le temps aussi, l'anarchie, c'était plus... Tu sais, aujourd'hui, je dis le mot anarchie, puis ça me... Je m'en contre-torche-l'arrêt. Je suis un anarchiste. Ben oui, c'est ça. Va vivre chez tes parents en banlieue. Là. Mais là, une certaine époque, ça voulait dire peut-être quelque chose de plus. Va vivre chez tes parents en banlieue. Hey, c'était ça. Bon, Je m'excuse, c'était ça. Là. Moi, je me souviens au secondaire, le gars qui était punk, là, ça devait... Je veux dire, il y avait des Doc Martens. Là. C'était cher. Là. Il y avait son jacket de cuir avec plein de patchs. Aussi. Ça coûtait de l'argent, ça. Là. Ben, eux autres se pavanaient, oh, je suis un anarchiste, mais je me fais vivre par mes parents. C'est ça. C'est ma parenthèse du passé. La tournée est un fiasco et un gouffre financier pour la société de management. La plupart des concerts qui étaient prévus sont annulés. Les salles leur ferment les portes à cause du scandale télévisé. Sur 21 dates, au départ, seuls 3 concerts ont lieu, auxquels viennent s'ajouter 2 à Manchester et 2 à Plymouth, soit 7 concerts. Lorsqu'ils peuvent jouer, les groupes se voient...
le groupe se voit opposé aux autorités locales ou à des groupes religieux qui essaient d'empêcher les concerts d'avoir lieu. C'est pas les Kiss de l'Angleterre? Les quoi? Les Kiss de l'Angleterre. Les Kiss de l'Angleterre? Kiss, quand ils jouaient dans des shows, puis il y avait tous les trucs religieux qui allaient pour les bloquer, puis ces affaires-là. Ah, ben oui. Ben, encore une fois, dans le temps, c'était comme la droite religieuse qui allait manifester. À cette heure, c'est une gauche quelconque qui va manifester pour des shows. Là. La roue tourne. À un moment donné, ça va revenir. J'espère pas. Dans une interview à la télévision, le conseiller municipal de Londres, Bernard Brooke Partbridge, déclare à propos des groupes de punk rock: "Some of these groups will be vastly improved by sudden death. I would like to see someone dig a huge hole and bury the lot of them." Fait que ma traduction maintenant. Certains de ces groupes gagneraient à mourir rapidement. J'aimerais voir quelques-uns creuser un immense trou et les y enterrer. Fait que c'était comme... C'était vraiment les premières vagues du punk. Fait que c'était comme les rebelles de l'époque. Puis, ils étaient pas aimés. Hein? Je pense que ça se résume à ça. Après la fin de la tournée des Sex Pistols en décembre 1976, la maison de disques EMI arrange au groupe une série de concerts en janvier 1977 au Paradiso à Amsterdam, aux Pays-Bas. Mais avant l'embarquement du groupe à l'aéroport de Londres, une rumeur veut que ses membres engagent une dispute avec les membres du personnel de l'aéroport. Le magazine musical Rolling Stone relate les faits. Un témoin a affirmé que les Sex Pistols faisaient des choses tellement répugnantes qu'elles ne pouvaient pas les répéter pour publication. J'ai essayé de trouver de quoi, puis honnêtement, il n'y a rien. Fait que je me demande, ils ont-tu chié à terre, genre? Ils ont-tu lancé leur marde dans la fenêtre des avions? C'est tellement répugnant qu'on n'en parle pas. Un gros trip de caca partout. Je vois pas, tu sais, à quel point. La rumeur court que John a vomi sur des femmes âgées dans la salle d'embarquement. Je veux dire, c'est une rumeur. Je veux dire, c'est qui vomit pas? J'en connais un là, qu'au Poudre Fest, là, il était tellement sous, là, il est en fauteuil. Il est mort aujourd'hui, là, mais il était en fauteuil roulant. Là. Que Dieu ait son âme. il était tellement sous, OK? On l'amenait, il nous a dit hey, je vais être malade, Alex. Fait que là, on est parti vite vers les toilettes. Puis en leur virant, il a passé à ça de vomir sur un bébé. Oh non! OK, mais pourquoi vous l'avez pas laissé vomir sur le bébé? Ça aurait été tellement une belle anecdote à compter. Je sais, mais j'ai vu, tu sais, moi, j'ai tout vu ça partir, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui est parti avec, comme à cause. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je me suis viré de bord pour aller les aider, puis en me virant de bord, je l'ai juste vu. Genre, le jet commence, là, de la puis là, les parents font... Aïe, aïe. Yes, sir. C'était au Poudre Fest. C'est beau. De son côté, EMI dément tout désordre dans cet aéroport, indiquant à la presse que le groupe et le représentant d'EMI étaient en retard et ont embarqué in extremis sans faire de vagues. Le 22 janvier, EMI rompt officiellement son contrat avec les Sex Pistols. Trop de troubles. Johnny Rotten aurait alors déclaré « Je ne comprends pas. Ce que nous essayons de faire est de tout détruire. » Parce que, tu sais, ça paraît toujours bien. Être anarchiste dans les années 70. Ben, au moins, ils sont honnêtes. Ils sont comme... C'est vrai, ils ont une belle honnêteté. Ben voilà. Au moins, bon, ils savent ça. à quoi s'attendre. Il se cache pas. Ouais. Un peu de gêne, des fois, ça va pas de tort. C'est bizarre que ce soit moi qui dise ça. C'est pas tout le monde qui l'a. Non, ça, je ne l'ai pas tort. C'est rarement lui. Après cette tournée désastreuse, enter Sid Vicious. Selon la légende populaire, Matlock est contraint de quitter la formation parce qu'il aime et écoute les Beatles. Je veux dire, les Beatles, s'il n'y a pas une quoi britannique qui dit que genre j'aime la Britannie, ben c'est bien ça. Steve John explique plus tard la raison pour laquelle Matlock est parti. Il ne s'est pas bien intégré au groupe. Quant à Matlock, il explique qu'il a quitté la formation volontairement, surtout à cause de ses relations de plus en plus à chier avec Johnny Rotten. Selon lui, cette tension aurait été orchestrée par Malcolm McLaren, le manager. Fait que tu sais, c'est comme la conspiration pour lui.
C'est bizarre. J'ai rien trouvé de plus que ça. J'ai pas vu vraiment de quoi qui disait « Oh, c'est ça! » Les Sex Pistols n'ont alors plus de bassiste. C'est pourquoi ils décident d'intégrer un ami de Johnny Rotten, Sid Vicious. Le manager Malcolm McLaren approuve l'arrivée de Sid, appréciant son look et son attitude punk, mais au détriment de ses capacités à jouer. Ouais, c'est vrai, ça, c'est un excellent bassiste. Je m'en souviens pas, mais je pense qu'il en parle. C'était un ancien drummer de 2 autres petites formations punk du coin, genre. Mais il savait pas jouer de la bass. Selon McLaren... Pas grave, c'est du punk. Bah, c'est ça. La musique de tout croche. Selon McLaren, le manager, quand Sid a rejoint le groupe, il ne savait pas jouer de la bass, mais sa folie s'est bien intégrée à la structure du groupe. Il était le chevalier à l'armure luisante et au poing géant. De même, Johnny Rotten déclare « Tout le monde était d'accord qu'il avait le look, mais pour le talent musical, c'est une autre histoire. » On va justement... on va y revenir un peu plus tard encore. On n'est pas encore dans la partie Sid Vicious. Le 10 mars 1977, à une cérémonie tenue à l'extérieur du palais de Buckingham, les Sex Pistols signent un contrat avec la maison de disques A&M Records. Ils retournent par la suite à leur bureau afin de fêter leur contrat. Mais le comportement du groupe dans les locaux de la nouvelle maison de disques choque la direction. Après cet incident et ayant pris connaissance des paroles de la chanson God Save the Queen, A&M Records rompt son contrat 10 jours seulement après avoir signé le groupe. Le 45 tours God Save the Queen, à peine pressé, est retiré du marché et Malcolm McLaren en profite pour demander à la maison de disques des dommages et intérêts. Contrairement Bien fait, aussi. C'est clair. Chris, il aurait fait de l'argent de Nestek, cette tune-là, hein? S'il n'aurait pas décidé de pas le... Ouais. Contrairement à ce qu'il prétendra plus tard, il ne s'agit nullement d'une escroquerie, mais simplement d'argent dû par contrat. Comme avec EMI en janvier, le 45 tours d'A&M est aujourd'hui un des disques les plus chers sur le marché, puisqu'il en est sorti en très peu d'exemplaires et destiné à la promotion. C'est juste radio, journaux et poste télévisé, mais je pense pas. Fait que techniquement, ils en ont fait de l'argent. Inquiète-toi pas. Puis je pense qu'ils en font plus parce que là, c'est rendu genre jusqu'au 3e marché. Là. Mais d'après moi, je l'ai cherché. Je suis pas sûr de l'avoir trouvé exactement, mais j'ai trouvé genre une vieille copie d'un 45 tours de God Save the Queen, mais je suis pas sûr que c'était l'enregistrement de A&M. C'était 15 000 balles US. Fait que si ça vous tente. Belle petite pièce de collection, poinçonnée sûrement aussi, là, pour pas qu'il puisse être revendu. Là. Ah, peut-être. Ouais, ben dans le code barre, ouais, c'est vrai. Non, mais souvent, il poinçonnait dans le, comme je pense que c'est dans le vinyle là, ou quelque chose de même là, pour pas qu'il puisse les. Tu sais, qu'il vendait le single, mais pour pas qu'il puisse vendre l'album vu que c'est fait pour la promotion. Ah, ok, oh, je savais pas. The more you know. Every day is a learning day. Ben là, prenez pas ça pour du cash. Hein, non? Ah, yes. Sid débute sur scène avec le groupe au Screen on the Green à Londres le 3 avril 1967. Dans les mois qui suivent, les Sex Pistols signent un nouveau contrat avec la maison de disques Virgin Records, qui devient leur 3e label en un peu plus de 6 mois. Le second single de la formation enregistré en février sort le 27 mai 1977. Bien que God Save the Queen soit largement perçu comme une attaque envers la reine Élisabeth II, Johnny Rotten déclare que le morceau ne la vise pas personnellement, mais qu'il établit une critique de la royauté en général. Moi, je dis juste que la reine, c'est la royauté en général. Puis, fait cocasse à propos de la reine Élisabeth II, j'ai versé une larme quand elle est décédée. Parce que c'était la preuve que l'immortalité n'existait pas. Oh. Fait que tout peut mourir un jour. Tu y croyais quasiment. Genre, j'y croyais, j'étais sûr qu'elle comme Chris est immortelle. Elle siphonne assez d'ADN de bébé, man, pour survivre. Elle craque le fœtus, puis elle siphonne. Bon, c'est bon. C'est bon, Papichou, c'est bon. La composition est perçue comme une attaque directe envers la monarchie britannique. Le single est par la suite interdit à la diffusion par la BBC.
Rotten fera remarquer, nous avions déclaré la guerre au pays tout entier sans le vouloir. Et, tu sais, c'est arrivé rarement dans l'histoire vraiment que une pièce musicale soit interdite à la radio. Puis je pense qu'il y en a... J'ai checké vite, je m'en souviens dans d'autres que je m'en souviens pas c'était quoi. Il en parlait, puis je pense que dans l'histoire, il y en a eu comme une vingtaine de chansons vraiment interdites dans leur pays d'origine. C'est ça qu'il faut préciser, parce que en France, ça devait pouvoir jouer, quoique c'était peut-être pas assez populaire pour se rendre là. Mais en Europe, en général, ils sont relativement ouverts à toutes les affaires bizarres. Fait que c'était vraiment comme dans leur pays d'origine, les chansons refusées, c'est une minorité à date à ce jour. La célèbre pochette du single montrant le visage de la reine Élisabeth II, obstruée par le titre du morceau et le nom du groupe en lettres capitales, choque la compagnie chargée de l'imprimer. Ils arrêtent leur travail. Après discussion, la production reprend et le single sort comme prévu le 27 mai 1977. Les paroles scandalisent et sont considérées comme provocantes par l'opinion publique. Plusieurs stations de radio et de télévision refusent de diffuser le morceau. En effet, la BBC, mais aussi toutes les autres chaînes de télévision en ont fait le titre britannique le plus censuré de tous les temps. Steve Jones déclare « Je ne vois pas comment quelqu'un peut nous décrire comme un groupe politique. Je ne connais même pas le nom du premier ministre. Le morceau et son impact sur le public font que le punk atteint la gloire aux Royaumes-Unis. » La sortie du single est planifiée de sorte qu'elle corresponde au plus près à la date de la cérémonie des 25 ans de règne d'Élisabeth II. Tu sais, c'est pas politique notre affaire, mais on s'organise pour que ça l'accroche au bon moment. Là, ça concorde. Hein? Durant le week-end du jubilé de la reine, une semaine et demie après la sortie du single, 150 000 copies de God Save the Queen sont vendues. Le 7 juin 1967, Richard Branson, le PDG de Virgin Records, réserve un bateau privé pour que le groupe puisse y jouer en naviguant sur le Tamise, en passant le long de Westminster et des chambres du Parlement. Rien de trop beau, hein? Non, question de provoquer un peu plus. L'événement... Regardez-nous! Hello! Donnez-moi de l'attention! L'événement qui est censé être une moquerie à l'égard de la reine se termine dans le chaos. Beaucoup de membres de l'entourage du groupe, ainsi que Malcolm McLaren et Vivienne Westwood, sont arrêtés par la police. Le journal Daily Mirror prédit par ailleurs la première place du single dans les charts. God Save the Queen se positionne finalement deuxième derrière un titre de Rob Stewart. Je sais, Rob Stewart. Quel homme. Il fallait bien que lui pour dépasser Sex Pistols. Il est tellement sensuel en plus. En juillet sort le second 45 tours Pretty Vacant, dont le clip vidéo sera diffusé à Top of the Pop à la demande de Richard Branson et contre l'avis de McLaren. S'ensuit une tournée en Scandinavie durant 15 jours ainsi qu'une tournée anglaise au mois d'août que le groupe devra effectuer sous les noms d'emprunt étant interdit de concert en Angleterre. Cette tournée s'appelle Spots, Sex Pistols on Tour Secretly. En français, Sex Pistols secrètement en tournée. Ça a servi quelque chose de le traduire, ça. Hey, c'est important. C'est important. Il y en a peut-être qui n'ont genre pas compris. Puis on va être comme, OK, tu sais, Tu vois? c'est important. Une syllabe de différence. Ben oui, mais tout fait la différence. Okay, je l'aime déjà. Yes! L'album Nevermind the Bullock Ear de Sex Pistols, annoncé par le single Holiday in the Sun in Pretty Vacant, sort le 28 octobre 1977 et ne contient que des chansons originales. Pour en faire la promotion, le groupe reprend la route pour participer à des émissions radio en novembre, puis le mois suivant pour une tournée aux Pays-Bas et enfin en Angleterre, qui a fini par accepter de faire jouer le groupe. Le dernier concert anglais a eu lieu à Huddersfield devant des enfants de pompiers en grève dans l'après-midi. Des extraits peuvent être vus dans des films de Julian Temple, The Filth and the Fury. Fait que je veux juste répéter, ils ont donné un show devant des enfants de pompiers qui étaient en grève. Mm-hmm. Yes, ça c'est magique. punk, ça. C'est magique. Et le soir, le groupe refait une présentation devant un public adulte.
C'est juste la face des enfants qu'on dit « Mais t'es quoi, toi, papa? » Au Puzza, il y avait un moment donné, il faisait le Puzza Bambino là, pour les enfants, tu sais. Puis il y avait les Planet Smashers qui jouaient un moment donné pour les enfants. Puis eux autres, il y a une tune qui s'appelle Super Porno Orgy Party. Puis là, il avait changé les paroles pour comme super génial, méga party. Oh, wow. Puis là, il chantait ça. Puis à un moment donné, il s'est juste trompé. Puis il a fait super. C'est bon! Devant plein de kids, mon gars. C'était parfait. La tournée aux États-Unis qui suit est un fiasco. Johnny Rotten quitte le groupe après une prestation chaotique à San Francisco dans une trop grande salle, Winterland, devant 5000 personnes, ce que le groupe n'était pas habitué à faire. La nouvelle tournée scandinave prévue en février avec Johnny Thunder, un autre groupe, là, and the Heartbreaker, est donc annulée. Durant leur carrière, les Sex Pistols effectuent une série de gestes provocants pour susciter des réactions d'indignation de la part de leurs détracteurs. Rotten a posé pour un photographe avec une croix gammée accrochée à son chandail tout en levant le bras droit à la verticale. Il y avait genre comme une petite bursite à l'épaule, puis là, ça faisait mal. Par la suite, pour les besoins de la vidéo Pretty Vacant, le chanteur aborde un T-shirt avec une nouvelle fois une représentation de la croix gammée accompagnée de la mention Destroy. L'idée était de tirer un trait sur le passé, faire table rase de tout ce qui avait été fait par les générations présentes, tout en attirant l'attention. Fait qu'est-ce que c'était vraiment des extrémistes de droite, l'extrême droite, des petits racistes quelconques? Je pense pas. Je pense que c'était juste des enfants qui voulaient provoquer. Ouais, ça ressemble à ça aussi. Ça ressemble à ça. Fait que là, on passe à la partie... C'est le punk. Ouais, c'était punk. C'était pas des skinheads, c'est vrai. Il y avait des cheveux, eux autres. Fait que ceux qui n'ont pas de cheveux, ils étaient corrects, dans le fond. Non, ceux qui ont pas de cheveux en général, c'est ceux qui sont pas corrects. Ça dépend des mouvements. Moi, je regarde Max, puis il est pas correct. C'est pas correct, il est pas là pour se défendre. Je sais pas c'est qui, là, mais... Il y en connaît un autre en avant de moi qui a pas beaucoup de cheveux. Hey, pas correct! Je les ai fait pousser pour pouvoir le dire. Ah, c'est ça, c'était tout pour ça. Non, gars, j'en ai Tout des était cheveux, prévu pour aujourd'hui. Fait qu'on va faire un petit zoom sur ce bon vieux Sid Vicious. Hein? Yes, l'emblème du band, pas mal. Là. Ouais, je te dirais plus que Johnny Rotten. Il a vécu une enfance et une adolescence difficiles. Il ne connaît pas son père et sa mère est toxicomane. Enfant rebelle, il délaisse ses études provoquant des bagarres à Sandown Court, l'établissement qu'il fréquente. En 1974, adolescent et âgé de 17 ans, il vit avec sa mère sur Queensbridge Road à Agerton, dans l'est de Londres. Il rencontre alors Ja Wooble, qui connaît également Johnny Rotten. Les trois hommes se lient d'amitié en raison de leur personnalité et leur même vision du monde et des personnes. Selon Wooble, on partageait la même frustration envers le monde et ses habitants. Ah, ça, je me ressens un petit peu là-dedans. Oh, tu te reconnais. Oh, ouais. C'est que je brûlerais la terre entière. Il fréquente la boutique Sex et crée... Moi, ça s'appelle vraiment Sex, S-E-X. Et crée des liens avec des personnalités qui s'y côtoient. Puis, de son statut de fan punk, il devient membre de Siouxsie and the Banshee. C'est Siouxsie Sioux and the Banshee. Je pense que je l'ai mieux eu, là. Mais un soir de concert dans un club, il commet un incident en jetant un verre contre un pilier dont les éclats blessèrent l'œil d'une spectatrice. Incarcéré pendant une semaine au Ashford Women's Center, il est, à sa sortie, considéré comme un martyr punk et devient aussi célèbre que Johnny Rotten pour la presse musicale. Ouais, c'est pas facile. Là. Non. Quand Une semaine de prison. Mais techniquement, il a lancé ça, il a blessé l'œil d'une autre punk. Fait que je veux dire, ça s'annule. Là. C'est un déchet qui lance un déchet qui blesse un autre déchet. Je vois pas de problème. Ferme ta gueule.
Après avoir tenté de sauver The Flower of Romance, il intègre finalement les Sex Pistols en mars 1977. Il est alors obsédé par le paraître et l'attention que les gens lui portent. Mais son arrivée au sein du groupe a un effet progressivement destructeur sur lui. Au début de l'année 77, Sid Vicious rencontre Nancy. Là, c'est son nom de famille, là. Ça ressemble à un nom d'éponge, là, c'est Spungen. C'est comme Spungen. C'est comme sponge en anglais, mais avec un N à la fin. Fait que Nancy Spungen, une groupie aux sérieux problèmes émotionnels qui suit les Sex Pistols, héroïnomane et prostituée. Elle sera tenue responsable de l'addiction à la drogue de Sid et de son éloignement progressif du groupe. Johnny Rotten déclarera après la mort de Sid Vicious: « Nous avons tout fait pour nous débarrasser de Nancy. Elle le tuait. J'étais absolument convaincu que cette fille était dans une lente mission suicidaire. Seulement, elle ne voulait pas mourir seule. Elle voulait emmener Sid avec elle. » En 1980, fait pour les cinéphiles, bon. En 1986, un film dépique la descente aux enfers du couple. Le titre est simple, Sid et Nancy. Un film d'Alex Cox, dans mes souvenirs, c'était bien, mais aux yeux de Johnny Rotten, ce n'est pas vraiment la même chose. Je le cite, et je le cite longtemps. Pour moi, ce film est d'une grande médiocrité. Je crois sincèrement qu'il célèbre l'addiction à l'héroïne. Il la glorifie clairement à la fin. Lorsque ce stupide taxi roule droit vers le ciel, c'est d'une telle absurdité. Les scènes sordides dans l'hôtel à New York sont bien, mais elles auraient dû être encore plus sordides. Toutes les scènes à Londres avec les Sex Pistols sont absurdes. Aucune d'entre elles n'est réaliste. Le type qui a joué Sid, Gary Oldman, je l'ai trouvé plutôt bon, mais même lui n'a joué que l'homme de scène et non celui qui était vraiment Sid Vicious. Je ne pense pas que ce soit la faute à Gary Oldman, car c'est un sacré bon acteur. Si seulement il avait eu l'occasion de parler à quelqu'un qui connaissait ce type, je ne pense pas qu'il n'ait jamais eu l'intention d'effectuer des recherches sérieuses afin de réaliser un film précis. Il a été fait tout simplement pour l'argent. Que l'on humilie la vie de quelqu'un comme ça et avec grand succès m'a beaucoup agacé. L'ironie, finalement, c'est qu'on me pose encore des questions à ce sujet. Je dois expliquer que tout est faux. Fait qu'il aimait ça. Fait que, il l'avait dans son cœur, le film, là. 10 sur 10. 10 sur 10. Mais, tu sais, moi, qu'est-ce qui m'a marqué le plus, c'est, genre, en fin de compte, des gens qui font des films sans aller voir la source de la création du film. Puis je sais pas, depuis quelque temps, quand je regarde des films de super-héros, j'ai l'impression que c'est la même affaire. Petite parenthèse. Bon, maintenant, vous vous demandez ce qui s'est passé dans le couple pour mériter notre attention. Je le vois dans vos yeux. Dis-nous, Papy Joe, dis-nous. T'es sûr? Le dernier acte de la vie de Sid a lieu le 12 octobre 1978, 10 mois après l'implosion des Sex Pistols. Ce matin-là, le standard du Chelsea Hotel à New York reçoit un appel à l'aide provenant d'une de ses chambres. La police de Manhattan y découvre le corps ensanglanté de Nancy poignardée, avec à ses côtés un Sid Vicious totalement prostré. Sid est immédiatement emprisonné, mais l'enquête conclut officiellement à une histoire de règlement de compte entre dealers. Sid est provisoirement relâché 10 jours plus tard contre le paiement d'une caution de 50 000 $ réglée par son ancien manager Malcolm McLaren. D'après un journaliste, c'est bien Sid Vicious qui serait l'auteur du meurtre. Le couple en manque de drogue se serait disputé et Sid aurait saisi un couteau posé sur une table et en aurait enfoncé la lame de plus de 15 cm dans l'abdomen de Nancy. Mais une autre hypothèse flotte. Le meurtrier de Nancy serait Rocket Redglare, un dealer qui s'est vanté de son geste de nombreuses fois. Durant la nuit du 11 au 12 octobre, Nancy appela un dealer qui repartit ensuite, puis un second, Rocket Redglare, qui arriva vers 2 heures du matin et repartit vers 4 ou 5 heures du matin. Durant ce laps de temps, Sid était totalement inconscient de 3 heures à 9 heures du matin, quand à Nancy, elle aurait reçu le coup de couteau entre 5 heures et 9 heures du matin. Profitant de l'inconscience de Sid,
Rocket aurait donc tué Nancy car elle et Sid avaient une grosse somme d'argent dans leur chambre d'hôtel. Un peu moins que 35 000 US. Puis on retourne dans les années 70. Ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent. À sa sortie de prison, Sid tente de se suicider en se tailladant les veines, mais est à nouveau sauvé par Malcolm McLaren qui le fait hospitaliser 2 Son semaines à l'hôpital. C'est son sauveur dans bien des situations. Rétabli, Sid Vicious... Y a-t-il une cape? Est-ce qu'il interagit dans l'ombre? C'est Batman. C'est lui? En tout cas, on les a jamais vus ensemble. Ouais. Et voilà. Rétabli, Sid Vicious renoue avec sa vie de rockstar dépravé. En décembre 1978, Sid fracasse une bouteille sur la figure de Todd Smith, le frère de Patti Smith. Patti Smith, c'est une chanteuse quelconque. Et retourne à nouveau en prison à Ricker Island. Il est relâché 2 mois plus Il y a tard. de la misère avec le verre et les faces du monde, hein? Oui. C'était la bonne réponse, ça? Merci, Alain. Deux fois qu'il se fait emprisonner. Oui, exactement. Il est relâché 2 mois plus tard, le 1er février 1979. Une fête en l'honneur de sa sortie de prison est organisée à New York, dans l'appartement de Michelle Robinson, sa nouvelle petite amie, au cours de laquelle Sid s'injecte une dose d'héroïne apportée par son ami toxicomane, Martin. Ça me faisait rire, il s'appelle juste Martin, il n'y a pas de nom de famille. Dose qui ne lui fait aucun effet. Martin retourne donc en acheter seul à un dealer qui se fournissait auprès de Rocket Red Glare. Selon un ami, Dan Beverly, la mère de Sid, sa deuxième injection, un peu plus tard dans la nuit, a lieu vers 3 heures du matin et Sid et Michelle Robinson font ensuite se coucher ensemble. Vicious est découvert mort tard le lendemain matin. Oh. Le corps de Sid Vicious est incinéré et officiellement ses cendres sont dispersées sur la tombe de Nancy. Cependant, selon The Guardian, les cendres auraient été envoyées à Londres et auraient été éparpillées accidentellement dans l'aéroport de Heathrow. C'est genre, j'échappe. Oh, ouais. Belay. Petit Je vais accident. s'enfarger. Mais Batman, Malcolm McLaren, prétend pour sa part avoir lui-même remis les cendres à la mère de Sid, mais cette dernière éméchée les aurait alors fait tomber sur le sol du bar dans lequel ils s'étaient retrouvés. Les cendres auraient donc fini emportées par une serpillière et un seau d'eau d'après une interview donnée à une chaîne télévisée. Quelle belle façon de finir. C'est ça. Dans la mop. Dans la mode. C'est juste ça qui mérite. Ah oui, un déchet, c'est un déchet, ça t'a dit tantôt. Déchet jusqu'au bout. On jase, là. Mais la seule affaire, moi, après avoir tout lu ça, c'est honnêtement, ça aurait pu être un grand groupe, mais peut-être que tu m'as pas écouté, puis c'est très normal, t'es pas obligé de m'écouter, mais j'ai fait 4 épisodes sur Guns N' Roses. Okay. Et selon moi, les Sex Pistols ont comme le même parcours que Guns N' Roses, sauf... Condensé. Condensé, sauf une affaire. C'est que justement, ça aurait pu être moins condensé s'il y avait eu genre vraiment un appui fort de la maison de disques qui est torche pour continuer à siphonner l'argent. Mm-hmm. Mais je pense parce que peut-être c'est les mentalités de l'Angleterre, tandis que genre les États-Unis, c'est go big or go home, quelque chose comme ça, genre. Tandis que l'Angleterre était peut-être plus réservée. Conservatrice. Conservatrice, c'est ça. Peut-être si Sex Pistols avaient comme été aux États-Unis, d'après moi, il aurait peut-être fait une carrière aussi intense que Guns N' Roses. Puis peut-être qu'à la fin, on les aurait détestés parce que justement, le fait que ça a été court, un seul album, c'est un album légendaire auprès du public punk, ce que je comprends très bien. Parce que même moi, quand je l'écoute encore aujourd'hui, j'ai des souvenirs de mon adolescence. Mais c'est ça. Ils n'ont pas eu la poussée nécessaire pour se développer. Fait que ça a terminé vite. Quoique Johnny Rotten, il a continué à faire des concerts, tout ça. Mais ça pas tant que ça. C'est plus les Sex Pistols. Hein? C'est plus les Sex Pistols. Non, c'est sûr que c'est plus les Sex Pistols. C'est ce qui conclut... notre épisode de cette semaine. Ben ouais, de cette semaine, pour l'instant. Ouais. Tabarnak, moi, c'est étouffé. Mais c'est ça. Fait que pour ceux-là qui sont sur Twitch, restez là. On vous revient avec un autre épisode. Pour ceux-là qui nous écoutent en différé, Allô? Papy Joe, où est-ce qu'on peut nous suivre?
Du bruit à mes oreilles.com et .ca parce qu'on est big. On a le Discord où est-ce qu'on jase. Patreon, venez nous encourager. Il y a des épisodes spéciaux de moi-même. Ouais. Papy Joe écrit un porno. Et il y a aussi j'ai la misère à le dire pour celui de Mysterio Mystère. C'est le C'est Super le Club Mystériotron. Mystériotron, c'est ça. Excuse, Mysterio Mystère. Puis on a aussi des sessions acoustiques d'artistes qu'on reçoit. Là, on en a un pour l'instant. Il va en avoir d'autres qui s'en viennent. Nice! Tu m'apprends ça. C'est nouveau. Nice! Il y en a un de Joe Pilon. Yeah! Merci, Yeah. Joe Pilon. All right. Fait que merci Kat de t'avoir joint à nous autres. Merci Papy Joe pour cet épisode-là. Pour ceux qui sont sur le Twitch, restez là. Et les autres, on vous revient dans un prochain épisode du Crime à mes oreilles. Je vous aime.